deuxième chantier, il visait à élaborer un guide explicatif pour interpréter les contextes d'application des activités. Je vous l'ai dit, les activités réservées sont surtout des activités d'évaluation. Alors, on nous a dit, il va y avoir maintenant des nouveaux niveaux d'évaluation dans le champ de l'éducation spécialisée. Une évaluation clinique par rapport à une évaluation contextuelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que pour le moment, dans le champ de l'éducation spécialisée, on s'entend dans le champ de l'adaptation, il y a une manière de faire une évaluation, c'est la personne en lien avec son environnement, avec tous les paramètres que vous connaissez. Et c'est un chantier qui impliquait seulement que les ordres professionnels. Depuis le début, on a demandé à être impliqués, parce qu'il s'agit d'un autre champ professionnel et non pas seulement du leur, et on considérait que si on avait établi des nouveaux niveaux d'évaluation, on devait aussi être impliqués, mais ça nous a été refusé. Les travaux ont eu lieu jusqu'au printemps 2010, et actuellement, le guide, qui ne nous est toujours pas accessible, serait en expérimentation dans les milieux, dans certains milieux à tout le point. Encore là, je vous invite à une vigilance afin de voir s'il est là et de faire circuler l'information. L'autre solution du législateur, c'est qu'il a dit, puisque ça crée, il n'y a pas de consensus actuellement, on va attendre la fin des travaux des deux chantiers avant d'appliquer la loi comme telle. Ce qui s'en vient. Et il a mis sur pied une clause des droits acquis, c'est-à-dire que les techniciens déjà à l'emploi vont pouvoir continuer d'exercer selon des modalités convenues avec les ordres. Ça doit se passer actuellement dans vos milieux. Vous devez en avoir entendu parler. Sinon, inquiétez-vous. Et aussi, la loi dit que les techniciens embauchés après le 20 juin 2010, donc il y a 6 mois, ne pourront pas exercer les activités réservées, à moins que les conclusions du chantier 1 ne mènent à une réglementation différente. Donc, si par exemple, dans l'examen des activités, des compétences des éducateurs en lien avec les activités réservées, le rapport conclut que vous êtes capable de faire une ou plusieurs activités réservées, à ce moment-là, il y aura une réglementation et les éducateurs pourront continuer de les exercer après leur embauche, après cette date-là, après la date butoir. Par contre, il se pourrait aussi que les conclusions disent que vous ne pouvez pas les exercer. Alors, ceux qui vont pouvoir continuer de le faire, c'est seulement ceux qui ont été embauchés avant le 10 juin 2010. C'est important de vous informer où est-ce que ça en est dans vos milieux là-dessus. Alors, rapidement, la conclusion des travaux, au niveau du chantier des techniciens, je peux vous dire qu'on a travaillé très fort. D'ailleurs, il y a Luc Tifo qui était aussi sur le chantier avec moi. Plusieurs d'entre vous le connaissent. Et puis 2 autres profs, aussi un de Sherbrooke, puis une autre prof de Marie-Victorin, France Saint-Amour et Guy Lemire. Donc, on a travaillé très fort à faire la présentation des compétences, la démonstration que les éducateurs étaient compétents. D'abord, que le programme de formation vous formait à exercer les activités réservées. Et deuxièmement, à partir de l'étude qu'on a faite, c'était une enquête auprès des différents milieux. On a eu plus de 200 documents issus de différents milieux qui faisaient l'illustration des tâches et des compétences des éducateurs. Et à partir de là, on a fait la démonstration, encore une fois, pour chacune des catégories de milieux et chacune des activités réservées que les éducateurs les exerçaient. Mais, au niveau de la démonstration, on n'était pas les seuls à faire des démonstrations. Hein? Il y avait les employeurs, il y avait les éducateurs, les syndicats, etc. Donc, au niveau des démonstrations de ce que font les éducateurs dans les milieux professionnels, il y avait des écarts très importants entre les présentations. Il y a des employeurs, par exemple, dans les commissions scolaires, qui disaient que les éducateurs ne faisaient pas de plan d'intervention, alors que les syndicats disaient « c'est pas vrai, nous faisons des plans d'intervention ». Alors, à l'issue de ça, qu'est-ce qu'ont retenu les coprésidents du chantier? On ne le sait pas. Leur rapport devait être remis le 31 décembre 2010. On sait que l'Office des professions l'a entre les mains et doit déposer ses recommandations au ministre pour faire adopter, dans le fond, ces éléments-là et puis qu'ils soient mis en œuvre après. Vous comprendrez qu'après avoir travaillé plus d'1 an là-dessus, avec l'Office des professions, qu'on ne nous donne pas accès aux conclusions du rapport et qu'on ne puisse pas en discuter, ça nous pose un problème. Deuxième chantier, le guide explicatif. On sait qu'il est fait depuis longtemps. On a demandé à plusieurs reprises d'avoir accès à l'interprétation qui est faite de la notion d'évaluation, mais ça nous est toujours refusé. Ce qu'on nous a dit néanmoins récemment, c'est qu'il y avait une différence entre l'évaluation clinique et l'évaluation que les éducateurs faisaient actuellement. C'est-à-dire que l'évaluation clinique, c'est une évaluation de type diagnostique.
qui avait une portée très, très restrictive. Donc, ça veut dire, on va référer à un professionnel membre d'un ordre, psychoéducateur, dans le champ de l'adaptation, seulement aux besoins. Hein? Si vous avez besoin d'une évaluation psychologique, pour compléter votre analyse, vous allez aller chercher, dans le fond, le rapport du psychologue. Là, ça serait la même chose au niveau des psychoéducateurs. On va aller chercher une évaluation plus pointue. Il s'agirait d'une évaluation sur la base de critères différentiels permettant un diagnostic et un pronostic. Hein? Comme en santé mentale, par exemple, les professionnels de la santé mentale veulent diagnostiquer une dépression. On a des critères pour être capable de savoir et dire oui, cette personne-là souffre bien de dépression. Dans le champ d'adaptation, des critères pour poser un diagnostic, ça n'existe pas. Hein? Il y a des diagnostics d'adaptation, là, ça n'existe pas. Et puis, on pourrait dire, c'est tant mieux. Ça ne fait pas partie non plus de la vision qu'on a de l'adaptation que de poser un diagnostic sur une personne. Alors, ça présente plusieurs enjeux. Donc, rapidement, les conclusions tirées sur l'analyse des compétences des techniciens à réaliser les activités réservées sont traitées en vase clos. On ne sait pas si ça va aboutir à une réglementation ou non. Oui, vous pouvez exercer certaines activités. Non, on ne sait rien de ça. Il n'existe toujours pas de critères diagnostiques, mais on maintient l'existence des niveaux d'évaluation. Donc, on a peur que ça vienne vous déqualifier. S'il n'y a pas de critères, on a peur que, par exemple, les professionnels disent, dans le guide explicatif, une évaluation clinique, c'est une évaluation qui permet de poser un jugement, tandis que les éducateurs spécialisés ne font que de la collecte de données. On ne voudrait pas que ça aboutisse à ça. Peut-être que ça ne sera pas ça non plus, là. Je fais part de nos craintes. Et le guide explicatif, donc, qui doit nous éclairer sur cette compréhension-là, est traité aussi en vase clos. C'est ça notre inquiétude, hein? Si ça circulait, qu'on pouvait échanger avec les partenaires, on serait moins inquiets. Mais pourquoi tout faire ça en vase clos? Pourquoi ne plus nous donner accès à l'information? Parmi les enjeux, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a déjà des changements qui se font dans plusieurs milieux de pratique. Peut-être que vous avez déjà observé des choses dans vos milieux, peut-être non. Mais nous, régulièrement, toutes les semaines, on entend parler d'un éducateur qui, tout d'un coup, peut plus faire de plan d'intervention, a plus accès au dossier, peut plus assister aux réunions de clinique ou des choses comme ça. Il y a d'autres milieux où c'est le contraire. Le rôle de l'éducateur est renforcé. Donc, ce que ça illustre, c'est qu'il y a une compréhension très disparate actuellement de ce qui est le projet de loi 21. Et dans certains endroits, il y a une déqualification qui est effective. Les travaux, jusqu'ici, n'ont pas permis d'établir un consensus entre les ordres professionnels et un certain nombre de partenaires. Ça crée une préoccupation pour l'accessibilité des services et sur leur qualité. Si tout d'un coup, on réserve ces activités-là, par exemple à des psychoéducateurs, ça va légitimer une embauche accrue des psychoéducateurs. Actuellement, le ratio est à peu près de 16 000 pour TES pour 5 000 psychoéducateurs. Il y a un danger de rupture de service à ce niveau-là. Évidemment, si on remplace les éducateurs par des psychoéducateurs, on augmente les coûts de main-d'œuvre. On s'inquiète aussi de la compartimentation, dans le fond, de l'activité, de la relation d'aide dans le champ de l'adaptation. Hein? On sait que c'est un processus continu. On a des préoccupations pour les diplômes du collégial. Est-ce que c'est des diplômes qui vont être déqualifiés maintenant? Les TES vont être des exécutants? Ça pourrait faire une perte d'attraction importante pour ce diplôme-là, finalement. Et puis, un impact sur le nombre et la qualité des emplois à terme. Encore là, je vous fais part de préoccupations. Je ne veux pas être suralarmiste. On a à être vigilant par rapport à ces aspects-là. Compte tenu de tout ça, les attentes qu'on a signifiées à l'Office des professions, d'abord, je dois vous dire qu'on partage une communauté d'esprit importante avec différents partenaires. Moi, je représente les profs. On a d'autres associations de profs en TES et en TID qui sont aussi très, très impliquées dans le dossier. En TTS plutôt et en TID. Il y a des associations aussi de techniciens qui sont impliqués en travail social et en éducation spécialisée. Il y a les divers syndicats, les différentes factions de la CSN qui sont très, très impliquées. La Fédération des cégeps, ça a été mentionné tantôt, ont été aussi très, très impliqués dans le dossier. Ce qu'on a demandé à l'issue de la dernière rencontre qu'on a eue, dans le fond, sur le chantier 1 avec l'Office des professions, et on a tous envoyé une lettre, chacun de notre côté, pour demander d'être consultés sur les conclusions du rapport des coprésidents
au regard des compétences des techniciens à réaliser les activités réservées. Allez-vous en avoir ou pas? Et on a demandé aussi d'être consulté, encore une fois, sur le guide explicatif avant son implantation effective dans les milieux. Donc, c'est en processus d'implantation, ou en tout cas d'expérimentation, on n'y a toujours pas accès. On a demandé aussi qu'il y ait un mécanisme qui soit mis en place par l'Office des professions pour que nous continuions d'être impliqués dans la réflexion. Donc, qu'il y ait une réflexion collective qui puisse être faite sur les niveaux d'évaluation, pas juste faite par les ordres professionnels, mais par tous ceux qui sont impliqués dans le domaine. L'expertise n'est pas détenue exclusivement par les ordres professionnels. On a aussi des choses à dire sur comment on conçoit ça, différents niveaux, si ça existe dans le champ de l'adaptation, si c'est à mettre en œuvre dans le champ de l'adaptation. On a demandé aussi, finalement, qu'il y ait la mise sur pied d'un mécanisme de vigie pour mieux suivre ce qui se passe dans les milieux. Je vous l'ai dit, on entend toutes les semaines des choses à ce niveau-là. Ça serait important d'être capable d'avoir un mécanisme de monitorage qui puisse recueillir ces informations-là puis remettre les pendules à l'heure juste. Ces éléments-là nous ont tous été refusés à ce stade-ci. Alors, on est rendu au stade de faire des actions politiques. On a recontacté la députée de l'opposition qu'on avait rencontrée à la dernière commission parlementaire. On lui demande une rencontre. On voudrait éventuellement qu'elle puisse intervenir auprès du ministre pour que lui-même intercède auprès de l'Office des professions. Bon, il y a différentes interventions de niveau politique, dans le fond, qui pourraient être faites, mais je pense que je vais laisser Evelyne les compléter. Elle va pouvoir peut-être vous suggérer des pistes de réflexion et d'action que je vous invite, je vous invite réellement à vous mobiliser puis à vous intéresser au dossier, parce qu'il s'agit de votre profession. Voilà. Alors, bonjour, je me présente, Evelyne Marchidon, représentante de l'Association régionale des techniciens et techniciennes en éducation spécialisée. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter ou vous parler de notre association, de votre association et de son historique un peu depuis sa création et de comment on se positionne par rapport au projet de loi et, comme Martine l'a mentionné, des pistes d'action pour vous individuellement et collectivement par rapport aux enjeux qui nous concernent. Alors, il faut changer de vite. OK. Tout d'abord, ici, j'aimerais vous lire un extrait qui parle des techniciens qu'on peut lire dans le rapport du comité d'experts présidé par le Dr Trudeau en 2005. C'est un rapport d'à peu près 300 pages et puis on parle des techniciens sur seulement une page et demie à peu près dans ce rapport-là, dont ce court extrait qui dit que tout d'abord, ni les TES, ni les techniciens d'intervention délinquante n'ont manifesté à ce jour leur intérêt à être reconnus à titre de profession. Outre le fait que ces intervenants sont nombreux et qu'ils œuvrent dans des milieux variés, il importe de retenir qu'ils sont mis à contribution de façon très différente dans une grande diversité de contextes, ce qui complique considérablement l'identification d'un domaine d'exercice qui leur est propre. Donc, c'est un peu ce qui explique pourquoi, selon eux, pourquoi on est exclu du processus. Hein? On travaille dans des milieux variés, isolés, dans différents contextes, c'est difficile de nous rejoindre. Alors, nous, on s'est dit, bien, créons une association, regroupons-nous et manifestons notre désir d'être entendus.